Hey, finto. Il suffit de peu pour que remontent des souvenirs partagés. Les halls Charles, le foirail, le jardin public cerné de son petit mur de pierre. C'était le Rodez d'avant, avant le musée Soulages. À cette époque-là, le Paris soulevait plus de scepticisme que d'enthousiasme. Puis viennent les images de la première pierre de ces immenses blocs de Corten qui sortent de terre pour s'adosser au jardin. Suivra l'inauguration en présence du président Hollande et du grand Pierre Soulages, déjà haut de 95 printemps. C'était en 2014, il y a 10 ans. À chaque étape de sa construction, les souvenirs individuels croisent la mémoire collective. D'ici 2025, le musée Soulages franchira la barre du 1,5 million de visiteurs accueillis. Derrière le rideau, dans les réserves, les bureaux et les coulisses, une trentaine de salariés bourdonnent. Précieux gardiens de l'âme de Pierre Soulages qu'ils ont tous côtoyé et avec qui ils ont appris à travailler, ces femmes et ces hommes incarnent le musée et le font vivre chaque jour. Je vous invite à plonger à leur côté, dans l'ombre des outres noires, pour une série de 3 épisodes de Finta consacrés aux 10 ans du musée Soulages. On croirait qu'ils jouent à cache-cache avec les visiteurs, jamais ils ne se croisent. Les petites mains qui accrochent, décrochent, remballent et remettent les œuvres sur les routes travaillent en sous-marin. Aux petits soins des œuvres de Pierre Soulages, des collections qui dorment en réserve et des expositions temporaires qui vont et viennent, Amandine Meunier est la responsable des collections du musée. Arrivée à Rodez quelques mois avant son ouverture, elle a participé de sa construction pour créer les conditions d'une conservation optimale des œuvres, ô combien précieuses. De son quotidien, de son rôle au musée, de ses rencontres avec Pierre Soulages, elle nous en parle au micro de Finta à l'occasion du décrochage de l'exposition Les Derniers Soulages auquel j'ai eu la chance d'assister. Et pendant lequel j'ai aussi croisé d'autres petites mains hyper actives, à commencer par celle d'Antoine Maury, conservateur-restaurateur indépendant, qui joue un rôle crucial à chaque mouvement d'œuvre. J'ai confondu la générale sur celui-là. Tu sais, c'est rien, mais il faut juste que je te... Tu vois? Oui. Il faut que je te refasse juste celle-là. Ouais, bon, ça c'est pour... Mais tu l'intégreras. Ouais. Ouais. Je le fais pas là? Si, mais je lui enverrai elle. Tu vois, j'ai pas besoin de le mettre dans le constat. Les constats, t'as déjà fini. Tu sais que je peux photocopier pour mettre dans les tests, ils sont tout là. Là, j'ai fait constat fait. Ah, ok, d'accord. Donc tout ce qui est avant, en fait, c'est fait. C'est tout ce qui est avant, ok, d'accord. Parce que là, on va se mettre à remballer bientôt, donc je vais mettre Et pas moi, les il faut photocopies. que Oui. j'ai l'air vert. Bah, attendant, on sort encore quelques caisses et après... Ouais, j'ai tout l'air vert aussi à photographier. Et après, ouais, le cadre. Oui, on va faire tout après, quoi. On avance un peu. On sort les dernières caisses et après, voilà, on se met. Je suis Amandine Meunier, je suis responsable des collections et de la régie des expositions au musée Soulages à Rodez. Depuis septembre 2012, donc ça va faire bientôt 12 ans que je suis en poste ici. Donc, c'est-à-dire que c'était antérieur à l'ouverture du musée ? Exactement, donc je suis arrivée à peu près 1 an et demi avant l'ouverture du musée, donc le musée était en pleine construction. Il y avait seulement le clos et le couvert qui étaient réalisés. Et puis donc j'ai notamment participé à beaucoup de réunions de chantier en arrivant, parce que tout l'aspect technique m'intéresse beaucoup. Et puis on était une équipe très très restreinte, donc il fallait un peu mettre la main à la pâte, même pour des sujets qu'on maîtrisait pas forcément. Et donc voilà, j'ai assisté à beaucoup de réunions liées à la construction. C'est-à-dire que quel était votre rôle à ce moment-là ? Il fallait que vous soyez vigilante, vous, après à la vie des œuvres dans le musée et donc... Exactement. Donc, notamment, il fallait être vigilant sur tout l'aspect conservation préventive, donc tout l'aspect climat du musée, les matériaux aussi qui allaient être posés sur les murs, au sol, et puis également tout l'aspect sûreté, sécurité, donc tout ce qui est incendie, intrusion. Donc, pour ça, il fallait qu'on soit sûr que toutes les installations soient au top et respectent les normes requises pour les musées et aussi ce que souhaitent les assurances en termes de sûreté, de sécurité, tout ça. Voilà. Dans le couloir des réserves qui mènerait, il n'était pas prévu de
peindre les murs, et moi j'ai exigé que les murs soient peints, notamment à une certaine hauteur, pour éviter tout ce qui est poussière abrasive liée au béton, qui aurait pu poser des problèmes pour les œuvres, pour la conservation préventive sur le long terme. Donc voilà, il a tous des petits détails comme ça qui n'étaient pas forcément prévus, qui n'étaient pas au budget. Il a fallu un peu batailler pour voilà, les obtenir, et il fallait être vigilant sur des points comme ça. Voilà. Vous étiez auparavant au Quai Branly. Oui, exactement. Si je vous replace donc en 2012, un peu avant votre arrivée ici, est-ce que vous vous souvenez le jour où on vous parle du projet de Musée Soulages pour la première fois, et qui vous en parle? Non, en fait, c'est quand j'ai postulé à l'annonce, en fait, qui cherchait un régisseur pour le Musée Soulages, et puis bon, au moment de préparer ma candidature, bon, j'avais fait des recherches, bien entendu, mais c'est vrai que j'étais pas forcément informée à cette époque qu'il y avait le Musée Soulages en construction à Rodez. Voilà, c'est au moment de ma candidature que j'ai pris conscience de ça. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez candidaté alors? C'est un peu moins. En fait, j'avais réussi un concours de la fonction publique territoriale, et ces concours doivent être validés dans un délai de 3 ans. À l'époque, c'était 3 ans, maintenant c'est 4 ans. Et sinon, on perd le bénéfice de ce concours. Donc, en gros, il fallait que je le valide un peu n'importe où, entre guillemets. Donc, sachant qu'en musée national où je travaillais précédemment, c'était pas possible de valider un concours territorial. Donc, j'ai postulé à différents endroits en France. J'étais prête à partir n'importe où. Et j'ai eu, bien heureusement, le poste au Musée Soulages. Et c'est vrai que quand je compare avec les autres postes auxquels j'avais postulé et que je n'ai pas eu, c'est quand même certainement le Musée Soulages qui proposait le poste le plus intéressant. Et je regrette pas du tout d'avoir postulé, et bon, heureusement de l'avoir vu, quoi. Ici, au Musée Soulages, quel est votre rôle concrètement? Alors, j'ai 2 volets assez distincts, mais bon, qui se complètent. Donc, j'ai une partie sur les collections, vraiment. Donc, je m'occupe de toute la gestion de la collection sur les plans physiques, administratifs et logistiques. Donc, administratif, c'est-à-dire je m'occupe des acquisitions, des dépôts, ensuite toute la partie conservation préventive des œuvres, éventuellement les restaurations quand les œuvres sont détériorées. Je m'occupe des réserves, des réaccrochages en salle, des roulements muséographiques. Donc ça aussi avec une partie un peu plus scientifique, des choix que je fais valider à Benoît Decron. Tous les mouvements d'œuvre. Et ensuite, j'ai toute la partie exposition temporaire, où là, je m'occupe donc de la régie des collections, c'est-à-dire je m'occupe des contrats de prêt, des courriers de demande de prêt avec les différents prêteurs. Donc là, c'est vraiment en lien avec Benoît Decron. Et ensuite, c'est toute la production autour d'une exposition, donc la scénographie, les transports, les accrochages, les assurances. Voilà, après, je supervise aussi les éclairages, le montage, le démontage. Voilà, en fait, toute la partie matérielle et physique de l'exposition. Je travaille avec beaucoup de prestataires extérieurs, que ce soit des restaurateurs, les transporteurs d'œuvres, les assureurs. Après, pour tout ce qui est montage des installateurs d'œuvres d'art, aussi pour la production des scénographies des techniciens. Voilà, je fais. En fait, on a l'habitude de dire qu'un régisseur dans un musée, c'est un peu un pivot. En fait, il est en lien avec un peu tous les services. Et je suis arrivée en septembre 2012. Et je pense que 2 semaines après, Benoît Decron m'emmenait rencontrer Pierre et Colette Soulages à Sète. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à son décès, c'est vrai qu'on a été très régulièrement en lien. Ils ont passé avec Colette Soulages plus de 2 mois, je pense, de non-stop à Rodez pour l'accrochage du musée. Et donc, ça a été des moments exceptionnels où ils étaient là tous les jours. On travaillait vraiment avec eux au quotidien, les week-ends. On a partagé plein de moments vraiment super, des repas avec eux. Et puis, et on a pu voir lors de ces moments-là d'accrochage vraiment toute la technicité, la précision de Pierre Soulages, quoi. Il était déjà âgé, il était infatigable. Avec Colette, ils étaient infatigables. Il avait un œil très très sûr, c'est jamais des demandes injustifiées. C'était toujours, ou des caprices. C'était toujours des demandes. Quand il demandait par exemple de bouger une œuvre, c'était toujours en fait très après coup on disait oui en fait c'est beaucoup mieux comme ça, et en fait on voit que il avait un œil exceptionnel, quoi, et des années de carrière et qui font que voilà, il y avait rien à dire face à sa présence et à ce qu'il pouvait dire, quoi.
On m'a raconté une scène où il est assis au milieu d'une des salles du musée. Et vous êtes à l'accrochage et voilà, il vous dirige là à ce moment-là. Donc ça, j'imagine que c'était avant l'inauguration du musée. C'est-à-dire que c'était ça votre séance de travail avec lui? Ça peut être ça. En fait, on décidait d'accrocher une salle, par exemple la salle des Brunois. Donc on montait toutes les œuvres de la collection. Et puis il y avait une sélection qui s'opérait. Faut savoir que le dialogue était facile. Il nous demandait volontiers notre avis sur ce qu'on en pensait. Et donc, vraiment, on se sentait assez intégré dans les choix aussi. Et puis, après, il tranchait, mais il décidait de l'ordre. Alors ensuite, nous, on présentait les œuvres avec l'équipe technique, comment ils souhaitaient les voir accrochés. Et puis, après, on procède à des changements, ce qui fonctionne mieux à côté d'une autre œuvre ou pas. Et puis, une fois, par exemple, une petite anecdote, c'est la salle des Brunois, on l'avait complètement accrochée, on avait fini en fin de journée. Puis le lendemain, il revient et puis il dit « Ah, mais j'y ai réfléchi pendant la nuit, ça va pas du tout, on change tout ». Alors nous, un peu dépités, quand même, une journée de travail qui part à l'eau comme ça, mais et en fait, donc on a tout raccroché et en fait, c'est sûr qu'on a vu le nouvel accrochage, on s'est dit oui, en fait, c'est beaucoup mieux comme ça et j'en ai plein de petites anecdotes comme ça. On était à la salle des Brunois, de Conques qui fait je sais pas combien de mètres de long. Il était complètement à l'opposé de la salle. Nous, on était avec donc les grands panneaux de Conques qui font 3,90 m de haut. Et là, on avait positionné grossièrement les œuvres avec un écart à peu près, et puis de plus de 10 mètres. Donc, on dit non, mais là, il n'y a pas le même écart, il y a 2 cm qui sont pas les mêmes à gauche ou à droite. Et effectivement, en vérifiant, on était là, ah oui, quand même, il voit tout. Et il a un œil il avait un œil très, très précis, ouais. Mais avec quand même une marge de liberté qui vous était donnée? Oui, on peut dire quand même que oui, on pouvait donner notre avis, dire nous on trouve que ça c'est mieux, ça pour le public, voilà. Donc oui, une marge de liberté un petit peu quoi, mais sous son contrôle bien sûr. Comment vous définiriez un peu cet esprit Soulages? Alors, je ne sais pas comment mettre les mots dessus, mais aujourd'hui qu'il est décédé, vous avez ce travail à faire perdurer. Il faut que le musée, sa collection lui survive. Qu'est-ce qui dirige, vos réflexions quand vous pensez à un accrochage, quand vous pensez à mettre en scène, à scénographier, y compris les nouvelles œuvres qui entrent dans les collections grâce aux donations? Là, par exemple, il y a une semaine, un peu plus de 10 jours, on a justement raccroché des salles outre-noir et c'est sûr qu'on pense toujours à ce qui le portait, donc c'est-à-dire la lumière, donc on pense à l'éclairage, il y a une grosse importance qui est apportée à l'éclairage, les hauteurs des œuvres, on sait, c'est sûr qu'à l'expérience, on sait quelle hauteur il aimait pour voir les œuvres. Après, je sais pas, c'est quelque chose de l'ordre je sais pas comment dire, mais on le sait mais je sais pas comment le décrire avec Benoît Decron, c'est vrai que là-dessus on a travaillé ensemble donc depuis 12 ans bientôt avec Soulages pendant longtemps et du coup une sorte de dialogue sans parole qui se fait, on sait les choses mais je sais pas, un peu de façon inconsciente, je sais pas comment le décrire mais voilà. La collection, donc, elle évolue. Il y a encore une nouvelle donation là, qui est intervenue ces derniers mois. Comment vous la faites vivre, cette collection? Qu'est-ce qu'il y a en réserve aujourd'hui au musée? Alors, il y a des peintures sur toile, il y a beaucoup de peintures sur papier, des estampes aussi. Jusqu'à récemment, la plupart des peintures sur toile étaient exposées. Maintenant, donc, on a eu des donations. Donc là, ça nous permet de faire tourner régulièrement. Donc là... le musée présente un nouvel accrochage des salles outre-noir et où il y a quasiment aucune œuvre précédemment exposée, donc c'est vraiment tout nouveau. Donc ça, c'est grâce à la dernière donation de Colette. Et puis après, tout ce qui est peinture sur papier ou œuvres sur papier comme les estampes, de toute façon, on est obligé pour des raisons de conservation préventive, faire tourner régulièrement la présentation des œuvres pour éviter que la lumière dégrade les papiers et les couleurs. Donc ça,
on est aussi obligé de régulièrement donc de faire des roulements et donc avec ce qui est dans les réserves, on fait une sélection, on rechange en salle et... Vous parliez de Colette, donc vous la voyez encore régulièrement, vous ? Quel est son rôle ? Qu'est-ce que vous faites ensemble ? Colette, on échange sur des sujets, notamment de documentation, d'authentification d'œuvres, parce qu'on est beaucoup sollicité. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas du tout habilité à nous authentifier des œuvres en tant que musée public, c'est pas notre rôle du tout, mais donc on réoriente les questions vers Colette Soulage, donc on a souvent un dialogue avec elle là-dessus, et puis par rapport aussi à l'histoire de nos collections, elle nous renseigne aussi au niveau documentaire là-dessus. Et puis, dès que aussi Benoît Decron souhaite faire une nouvelle exposition temporaire, il fait valider par Colette Soulage. À l'époque, il y avait Pierre Soulage qui avait son mot à dire sur le choix des expositions temporaires. Et maintenant, bien sûr, c'est Colette qui a pris le relais. Et donc, c'est sûr qu'elle a un rôle très important à ce niveau-là. Oui, Stéphane, Samantine, on aurait besoin de ton aide pour l'œuvre lourde de Kersenjev, si possible. Dans 2 minutes, il arrive. Parfait. Voilà, super, merci. Nickel. Peut-être pour soulever la caisse, non ? Pour la relever, non ? Ouais, je crois que ça devrait le faire. Ça devrait aller ? Moi, je pense. Bon. Non, bah alors, c'est bon. Voilà. Quelle efficacité. Donc, vous m'avez permis d'assister au décrochage de l'expo des derniers Soulage, qui était une expo hommage à Pierre Soulage, enfin, en tout cas d'une grande densité sur les derniers travaux de ces 10 dernières années. Est-ce que vous arrivez à me raconter au micro à quoi ressemble une journée de décrochage ? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de préparation en amont pour que ce soit fluide au moment du décrochage, parce que donc on manipule des très grandes valeurs, notamment pour les œuvres de Soulage. C'est plusieurs millions de valeurs d'assurance. C'est des œuvres qui appartiennent à la fois des particuliers, des galeristes ou des institutions publiques ou privées. Donc, c'est des œuvres qui ne nous appartiennent pas et pour lesquelles on accorde un très grand soin. Donc, tout ça se prépare très très en avance et il n'y a rien qui est laissé au hasard. En fait, il faut savoir qu'un mouvement d'œuvre est toujours anticipé. On décide pas de bouger une œuvre comme ça. Donc un décrochage, c'est en amont prévoir des équipes de manutentionnaires, de remballeurs, des personnes qui remballent les œuvres, dans les caisses qu'on a conservées du montage, bien sûr. Et donc c'est caler tout un calendrier. Chaque jour, un nombre d'œuvres est prévu à remballer. Il faut caler aussi la présence des convoyeurs. Donc les convoyeurs, ce sont des représentants d'institutions, de prêteurs, en tout cas, qui ne laissent pas leurs œuvres partir seules ou être bougées seules, donc qui assistent au décrochage, au remballage et qui souvent voyagent avec les œuvres. Donc ça aussi, c'est caler la présence du convoyeur. Et puis après, en fonction des départs d'œuvres, des camions, différents camions qui partent à différents endroits de France, du monde, il y a un planning qui est calé et donc on doit suivre un planning que j'élabore pour respecter les départs d'œuvres, voilà, les souhaits des prêteurs qui souhaitent aussi certains que leur œuvre soit restituée avant telle date ou voilà. Donc là-dessus, on se met au service des prêteurs et des œuvres, bien entendu. C'était du succès en emballage. Voilà, en gros, c'est fixé ouais, avec les pattes ouais. MRT là, comme ça. Et voilà, en haut, il y a des petites mousses. Il y a les... Donc il doit y avoir des petites vis alors pour ça. Oui, c'est toutes les vis. Ça, c'était dedans ? Ouais. D'accord, donc oui, normalement on a remis... Toutes les autres vis, elles y sont, mais moi c'est le dernier, celui du fond que je vois. Bah, on dirait qu'elle est... Ah si, voilà, il est là. Alors, on n'a pas de photo. De toute façon, il y a les trous, ça doit être ça. On voit juste qu'il y a quand même une traverse. Là, vous l'avez, la traverse au fond. Puis après, ça doit être il y en a comme des les petites. fonds. À mon avis, c'est avec les petites. Et a priori, il y a les pattes MRT. Comment tu le fixes ? Ouais, t'as pas de cadre. C'est ça que je peux prendre.
ressortent. Elles ressortent. Elles ressortent, mais bon, il y a 1 centimètre jusqu'à la toile. Ouais, mais ils ont remis, ils ont mis des bonnes. Ouais, non, il faut je pense mettre les plus petites, hein, non? Parce que ça, c'est ça que tu as mis Celles-ci, elles sont plus fines, et du coup, elles prennent pas le pas de vis. Elles rentrent toutes seules, en fait. Et là, par contre, c'est risqué. Mais là, ça dépasse. Hein. Là, j'ai rien remis, c'est troué. C'est-à-dire que ça traverse. Ouais. C'est ça. Ça, c'est plus jaune. Et c'est celle-là qui dépasse? Ouais. Je crois que j'en parle aussi. J'ai un peu un rôle, moi, de chef d'orchestre, où c'est moi qui dis ça, maintenant on s'attaque à telle œuvre, il y a le constat d'état qui est réalisé au départ de l'œuvre. Ensuite, voilà, j'organise un peu toutes les équipes pour que ce soit fluide et pour que ça se passe correctement dans les temps voulus et que surtout il n'y ait aucun problème sur les œuvres. Un constat d'état, en fait, donc on constate l'état d'une œuvre. Donc c'est en théorie, c'est réalisé au départ de chez le prêteur. Donc souvent il y a un relevé qui est fait sur une photo, la photo de l'œuvre, et sur la photo de l'œuvre on marque le moindre petit dégât, la détérioration qu'on voit sur l'œuvre. Hein, ça peut être quelque chose de peu grave, une petite rayure, une petite abrasion, mais donc on a un vocabulaire très précis en fonction de l'altération constatée. Et donc ça permet, c'est un document qui a une valeur juridique. En fait, si y a un dégât qui est constaté, ce document fait foi auprès de l'assurance qui va prendre en charge ou non les restaurations à réaliser. Mais donc voilà, normalement il y a 4 étapes de constat d'état: au départ de chez le prêteur, à l'arrivée chez nous l'emprunteur, au départ de chez l'emprunteur et au retour chez le prêteur. Et donc, s'il y a la moindre évolution, on cherche d'où peut venir le problème. Hein, si c'est un problème de transport, d'exposition, un visiteur qui aurait pu érafler une œuvre, rentrer dedans, on ne sait pas, hein, ou un geste volontaire, ou un problème de climat qui peut aussi entraîner des dégradations. Donc, voilà. Et en fonction, on fait une déclaration de sinistre qui est prise en charge par l'assurance, voilà. Donc c'est très important le constat d'état, parce que voilà, c'est ce qui va prouver l'état de conservation d'une œuvre et ce qui va montrer de notre bonne prise en charge de l'œuvre lors de l'exposition. On a des dégradations spécifiques aux œuvres. Moi, je sais que sous l'âge, on va avoir des problèmes optiques, de matité, de frottement, parce que c'est souvent des brillances de matité, ils jouent sur ça. On peut avoir aussi, comme tu as beaucoup d'empattements, on peut avoir des cassures des empattements. Donc voilà, on va rechercher aussi quand même des rayures. On va rechercher un petit peu un type de dégradation. Ça change le paysage. Une peinture, quand tu la regardes en rasante, tu vois pas la même chose. C'est vraiment... T'as vu comme tout ressort. Là, tu vois par exemple, des empattements comme ça, là. Il suffit que tu l'accroches et tu le casses. La poussière, c'est normal. C'est normal, et puis quand c'est général, tu vas pas localiser, préciser. C'est pas une dégradation ponctuelle, quoi. C'est vraiment quelque chose de général. Donc tu le mets, tu le stipules, mais tu le localises pas. Moi, je suis Antoine Maury, je suis conservateur-restaurateur d'œuvres d'art. Je suis diplômé d'une des 4 formations reconnues par le ministère de la Culture.
Et je suis revenu sur mon pays d'origine, pas d'adoption justement, en 2012. Je suis indépendant, je travaille pour les musées, je travaille pour les monuments historiques, églises, cathédrales et pour les privés. Je fais les constats d'état à l'arrivée. Donc j'ai fait des relevés comme ça sur la photo, avec des caractérisations d'altération si tu veux. Donc là, typiquement frottement, rayures, usure, matité. Et là maintenant, à la fin de l'expo, je vérifie qu'il n'y a pas de nouvelles dégradations, que ça n'a pas bougé. Et ça, c'est un document qui est conservé par le musée et qui est donné au prêteur. Tu vois, typiquement. Après, j'ai un numéro en fait de photos. Et donc j'ai le détail photographique pour aussi voir à la fois localiser, mais aussi avoir une photo de la dégradation. Parce que même la dégradation peut elle-même avoir évolué, quoi. Donc il faut aussi contrôler. Et donc tu arrives à identifier quel type de dégradation c'est ? Ouais. C'est tout le travail du constat. Alors après, la grosse difficulté sur les soulages, c'est que généralement quand on fait une localisation d'altération, on va aussi avoir comme repère visuel des plages colorées. Là, on travaille sur des œuvres qui sont toutes noires, parfois monumentales, comme là. Donc il faut arriver à voir, en fonction de... ça va être les stries, ça va être... Il faut toujours avoir des repères un petit peu visuels pour arriver à localiser au mieux là où est l'altération, quoi. C'est pas toujours évident. Et là, par exemple, ce que je te montre, c'est une matité qui est liée à une trace de doigt. Déjà, c'est très localisé, donc on imagine bien que c'est pas original. Et en plus, c'est situé sur la bordure de l'œuvre. Donc c'est souvent lors des manipulations, des déplacements, qu'on va poser les doigts. Et donc, c'est quoi la suite qui est donnée à ton travail, à toi ? Est-ce qu'on cherche le coupable, on cherche qui a mis cette trace de doigt ? Non, parce que ça c'est peut-être très ancien, c'est peut-être fait par Soulage lui-même. Mais moi, c'est juste de dire, c'était à l'arrivée quand on l'a eu au musée. Ça n'a pas été fait lors de l'expo, et puis on le retrouve à la fin de l'exposition, forcément. C'est surtout ça, quoi. C'est de voir qu'il n'y a pas eu de changement d'état qui pourrait incriminer le musée. Voilà. Alors généralement, on a besoin, donc bien sûr, appareil photo. On fait énormément de photographies parce que il faut pouvoir avoir des référents visuels, des très bonnes photos. On essaie de rendre des très bonnes photos. Donc j'ai à la fois, je le rends sous format papier en fait, le constat, mais on a aussi des photographies, des fichiers photos en plus avec des photos très lourdes. Après, je vais avoir une lampe qui va me permettre de regarder, de bien pouvoir regarder, de pouvoir travailler. Parfois, je vais venir travailler en lumière rasante pour pouvoir mettre, si j'ai besoin de voir au niveau du relief, au niveau de... Voilà. Je vais avoir des lunettes binoculaires. Si jamais je vois un endroit, quelque chose de suspect, je vais pouvoir venir m'y pencher dessus en binoculaire. Après, des feutres pour pouvoir faire les relevés. Parfois, je vais travailler sur iPad aussi pour faire mes relevés directement en numérique. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Parfois, on a besoin de mesurer, donc on va avoir 1 mètre. Donc là, tu vois, à la fin, hop, s'il n'y a pas de souci, rien à signaler. Modification, constat emprunteur à l'arrivée, départ. Il n'y a pas eu de modification. On est bon. Donc vous le disiez, c'est des œuvres qui sont valorisées à plusieurs millions d'euros que vous manipulez. Ça explique aussi le grand degré de sécurité qui entoure notamment les moments d'accrochage, de décrochage. Les œuvres sont pas anonymisées, mais en tout cas vous les protégez énormément pour que, y compris dans le transport, elles n'attirent pas l'attention et qu'elles puissent pas faire l'objet de vol. Oui, tout à fait. Les camions sont des camions banalisés. En général, on évite de prendre en photo ou de filmer les caisses qui contiennent les œuvres pour pas que on sache. Les caisses sont pareil anonymisées. On ne voit pas normalement ce qu'il y a dedans. On ne sait pas quelle œuvre est dedans et il y a que nous qui savons
qui organisons voilà, les transports, tout ça, qui savons ce qu'il y a dedans, les transporteurs bien sûr. Et puis, il y a aussi des règles essentielles. Par exemple, les camions ne peuvent pas transporter plus d'une certaine valeur. Bon, ça, c'est imposé par les assurances, mais c'est pour éviter qu'il y ait trop d'œuvres qui soient, par exemple, volées d'un coup, détruites d'un coup. Par exemple, lors de l'exposition Picasso qu'on a organisée en 2016, si je me souviens bien, voilà, on n'avait pas le droit de transporter plus de 50 millions de valeurs dans un camion. Donc, il faut savoir qu'avec des Picasso, ça monte très très vite. Donc, ça multiplie les transports. Et puis bon, là à cette occasion, on avait même fait venir la police municipale pour l'arrivée des œuvres parce que bon, voilà, c'était quand même un peu complexe tout ça. Et on avait donc quand même 350 millions de valeurs d'assurance dans la salle d'exposition temporaire à cette période-là. Donc, voilà. Mais si on commence à réfléchir en termes de valeur d'œuvres, bon, on les manipule plus, on a trop peur, donc il faut pas penser à ça, il faut juste le savoir. Mais voilà, moi je réfléchis pas en ces termes-là. Donc. Là, du coup, j'en profite pour dépoussiérer la surface. Comme on remet en cadre et qu'après ça va être fermé pendant longtemps, autant en profiter pour dépoussiérer. Donc j'utilise en fait, c'est une aspiration indirecte. C'est-à-dire que j'ai un spalter très doux, un pinceau de soie très fin, très doux. Et je vais venir véhiculer la poussière sur mon aspiration. Si tu aspires directement, tu vas aspirer à la couche picturale, donc tu peux créer des déformations, des marques. Donc, vous disiez, Amandine, quand vous êtes arrivée donc à Rodez en 2012, vous ne connaissiez pas, a priori, la ville ? Ah, pas du tout, non. J'ai découvert quand je suis venue passer mon entretien d'embauche. Ok, donc vous ne connaissiez ni Rodez, Soulages, oui, mais pas hyper précisément encore. Quel succès vous prédisiez pour le musée Soulages ? Sincèrement, je savais pas trop où ça allait mener. Faut savoir, quand je suis arrivée, j'ai vite compris qu'il fallait que j'évite de dire que je travaillais au musée Soulages quand même. Donc je restais assez vague. Je disais que je travaillais pour, à l'époque, Rodez Agglomération, mais je rentrais pas trop dans les détails parce qu'on entendait quand même pas mal de choses négatives. Les gens étaient quand même assez opposés à ce projet. Je m'en suis rendu compte rapidement en arrivant. Et puis après l'ouverture, par contre, ça a énormément changé. Et là, c'est devenu un peu plus une fierté pour les Ruthénois, j'ai l'impression. Et puis moi, j'ai vraiment vu la ville évoluer, changer, se dynamiser suite à cette ouverture. C'est sûr qu'on a un musée quand même qui est reconnu en France comme une institution majeure. On a quand même un nombre de visiteurs vraiment conséquent par rapport à l'endroit où on se trouve et au nombre d'habitants dans la ville. Donc, et puis on a un équipement qui est vraiment formidable. Et c'est vrai que chaque fois qu'il y a des gens d'autres musées ou quoi qui viennent ici, ils sont impressionnés par la qualité de l'équipement, de tout ce qu'on propose. Récemment, on a une convoyeuse du Centre Pompidou qui est venue, qui a été impressionnée. Ouais, donc c'est vrai que c'est un musée qui compte, oui. Quel est votre meilleur souvenir, là, en 10 ans ? Moi, c'est vraiment les 2 mois d'accrochage en 2014 avec Pierre et Colette Soulages et toute l'équipe. Voilà, c'était vraiment des moments formidables. C'est sûr que tout le mois de mai, on a fait l'accrochage. De mémoire, on avait peut-être commencé mi-avril, début avril. Les œuvres avaient dû arriver début avril. Mais ça a été assez serré. Mais oui, ça a été jusqu'au dernier moment, on a accroché. Et le jour du vernissage, qu'est-ce qui se passait en vous ? Déjà, j'étais très fatiguée de mémoire. Il y avait le président de la République qui venait, donc il y avait eu tout un protocole très très strict de mémoire pour pouvoir être dans le musée. Ensuite, on était arrivé, je crois, à 5h ou 6h du matin. Je me souviens quand même avoir un peu relâché les vannes à un moment, et c'était un peu compliqué, quoi. Et voilà, la pression qui est retombée, mais voilà, une sorte de... D'un côté, c'était une sorte d'achèvement, on finissait, mais en même temps, c'était le début de toute nouvelle aventure aussi. Donc depuis,
Ça s'est jamais terminé, parce que il y a beaucoup de travail, mais c'est toujours aussi intéressant et passionnant. Il faut savoir que c'est un métier qui est jamais le même. En fait, chaque exposition est différente. Parce que bon, là, la dernière, c'était les derniers soulages, des œuvres quand même de grand format. Là, on est sur une exposition Pirate Block, c'est des petits formats plutôt très fragiles. Et à l'inverse, on a eu aussi des œuvres de Calder avec un stabile de tonnes 5 à faire venir aussi. Donc chaque exposition représente des nouveaux challenges, des nouvelles particularités à gérer. Et puis c'est hyper intéressant. Puis chaque fois des nouvelles rencontres. Donc voilà, on s'ennuie jamais en fait. C'est vraiment passionnant. Peut-être 2 questions pour finir, Amandine. Donc Soulage, après, donc maintenant ça fait 12 ans que vous vivez Soulage. Qu'est-ce que vous retenez de lui, de son travail, de vos rencontres? Qu'est-ce qu'il vous a appris? Quelqu'un qui était extrêmement cultivé, qui avait des connaissances, mais pas des connaissances de surface, des connaissances vraiment très très pointues sur un nombre de sujets incroyables. Un vrai technicien qui s'intéressait vraiment à des aspects très techniques, très très précis, et qui pouvait justement tenir des conversations sur des sujets multiples. Et puis quelqu'un qui avait vécu une vie incroyable, qui nous racontait régulièrement des anecdotes, mais on se disait quelle vie il a eu, quoi. C'est à rencontrer des gens. Voyager dans le monde entier à une époque où ça se faisait quand même beaucoup moins qu'actuellement. Ouais, c'est ça que je retiens. Quelqu'un d'extrêmement abordable en fait aussi, vraiment extrêmement abordable, humble, qui pas ce côté hiérarchique qu'on peut retrouver peut-être avec certains artistes ou un peu inatteignables. C'était tout l'opposé de Soulage. Ça, c'est vraiment quelqu'un de très 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 ouvert et très abordable. Et donc dernière question peut-être, vous le disiez, vous venez de Paris, donc Rodez, vous y croyez vous à la présence de l'art en province? Oh oui. Après, moi je suis pas parisienne, mais je suis grenobloise de naissance, et faut savoir qu'à Grenoble, on a un des plus beaux musées de province. Et donc c'est vrai que moi j'ai été toujours baignée un peu là-dedans. La ville de Grenoble est une ville très dynamique en termes d'art, donc pour moi il n'y a pas de question là-dessus. C'est que je l'ai vu dans la ville de Grenoble, l'art, la présence de l'art, la présence du musée, l'importance du musée dans la ville de Grenoble, et donc bien évidemment, que ce soit donc là, la taille de la ville est moindre, mais justement, ça prouve que l'importance de la culture et de l'art dans une ville, et que c'est un moteur économique également. En fait, c'est très important. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Antoine. Oui, il me reste 5 minutes là. 5 minutes, ok. Juste demander à poser. Je vais faire la pause cigarette comme Allez. ça. Voilà. Allez. Vous avez Comme ça, pas le temps assez gris. Vous revenez, vous revenez, on fait ça, et comme ça Antoine se met sur d'autres plus petits. Voilà. Il n'a pas de Allez. tâche. Moi, ma clope, c'est pour. Ah bah toi, quand tu auras fini ça, La semaine puis prochaine, peut-être, après. je trouve que ce matin ça m'a fait grand chose, alors C'est la fin de ce premier épisode de la trilogie de Finta consacrée aux 10 ans du musée Soulage de Rodez, en coulisses avec celles et ceux qui incarnent cet antre de l'outre noir. Il vous a plu? Je suis toujours curieuse de lire vos retours. On peut se retrouver sur fintapodcast.fr ou sur Facebook et Instagram pour en discuter. On se retrouve très vite pour le 2e épisode de cette série, qui sera consacré à l'équipe de médiation et d'animation du musée, dont le travail consiste à tendre la main irrémédiablement à tous les publics. Et c'est Christelle Lagarrigue qui me recevra en présence d'un groupe d'adultes handicapés venus du foyer de vie d'Auschwitz. Si vous appréciez Finta, parlez-en autour de vous, partagez les épisodes, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à ce travail indépendant. Finta est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes ainsi que les ressources bibliographiques sur fintapodcast.fr. Et pour suivre Finta au quotidien, c'est sur Facebook et Instagram que ça se passe. À très bientôt.